Ils ont déjà une date, ils connaissent déjà le jour, et si rien ne change, ils savent aussi comment ils vont mourir. Chaque année, le système judiciaire des États-Unis, avec son implacable machinerie, programme l'exécution de personnes condamnées à mort des décennies auparavant. Ce n'est ni un processus rapide, ni arbitraire. C'est le chapitre final de longues procédures judiciaires. Certains de ces individus ont passé 20, 30, voire plus de 40 ans enfermés dans des prisons de haute sécurité, vivant sous l'ombre constante de la potence ou de l'injection létale, attendant que la dernière ordonnance judiciaire soit exécutée. C'est une existence suspendue, une vie dans un perpétuel purgatoire où chaque aube est un rappel que le temps s'écoule. Mais qui sont vraiment ces hommes? Sont-ils des monstres sans visage ou des individus complexes, façonnés par les circonstances et leurs décisions? Qu'ont-ils fait pour figurer sur cette liste finale, pour mériter la peine capitale aux yeux de l'État? Et peut-être plus important encore, que nous dit leur histoire sur le système de justice qui les a condamnés, sur son efficacité, ses échecs et sa propre humanité? Leurs dossiers ne sont pas de simples archives. Ce sont des études sur les profondeurs du mal humain et sur la quête, parfois imparfaite, de justice. Aujourd'hui, nous allons vous raconter les cas les plus notoires de criminels dont l'exécution est programmée pour cette année 2025. Ce ne sont pas des rumeurs ni des spéculations issues de la presse à sensation. Ces dates sont signées par des juges, ce sont des décisions officielles et irrévocables qui marquent la fin d'une longue attente. Leurs histoires nous obligent à affronter la brutalité de leurs crimes, la complexité de leur défense et les implications éthiques d'un État qui exerce le pouvoir suprême sur la vie de ses citoyens. Certains d'entre eux continuent de clamer leur innocence. D'autres ont avoué, mais leur vie cache bien plus que ce que révèle leur condamnation. Commençons. Un pistolet calibre 0,22, un outil pour graver du bois, et une rage si personnelle que la scène semblait être un message plus qu'un crime, une déclaration brutale ciselée dans la violence. Ce n'étaient pas de simples instruments choisis au hasard. C'étaient les extensions d'une colère profonde, presque intime, qui s'est déchaînée dans le silence d'une nuit d'automne. Chaque balle, chaque blessure, chaque coup n'a pas seulement ôté des vies, mais a gravé une histoire d'horreur et une question troublante sur la nature de la haine humaine. La nuit du 1er octobre 1989, dans une maison qui fut autrefois un havre de paix à Nashville, Tennessee, cette horreur s'est matérialisée. 3 vies ont été fauchées de la manière la plus brutale imaginable. Judith Smith, l'épouse d'Oscar, et ses 2 fils adolescents, Jason et Chad Burnett, ont été retrouvés sans vie, un triptyque tragique de dévastation. Leur corps, marqués par de multiples blessures par balles, coups de couteau et coups violents, racontaient une histoire terrifiante. Une attaque qui ne visait pas simplement à tuer, mais à anéantir, laissant une traînée de violence qui résonnerait pendant des décennies dans les annales de la criminologie américaine. La brutalité de l'acte dépassait la logique, révélant un esprit consumé par une rage incompréhensible, déchaîné contre ceux qui auraient dû être en sécurité dans leur propre maison. Oscar Franklin Smith, le père et beau-père des victimes, a été arrêté quelques jours après le massacre. Les autorités ont présenté un dossier apparemment solide contre lui, affirmant qu'il avait laissé des traces de sang et des empreintes sur la scène du crime qui le reliaient directement à l'acte horrible. De plus, elle soutenait que Smith avait un fort mobile, une bataille amère et prolongée pour la garde des enfants, ajoutée à de graves tensions financières avec Judith. La combinaison de ces facteurs semblait sceller sa culpabilité. Cependant, le cas d'Oscar Franklin Smith n'a jamais été entièrement clair. Dès le début, il a été entaché de controverses et de doutes qui le distinguaient de bien d'autres dossiers. Pendant des années, Smith a clamé son innocence avec une insistance inébranlable. Ses avocats se sont battus ardemment, arguant que les preuves médico-légales étaient faibles et circonstancielles, et, plus grave encore, que la police avait contaminé la scène du crime, compromettant l'intégrité des preuves recueillies. Ces allégations ont jeté un doute sur la validité du procès. En 2022, l'horloge de la justice a failli s'arrêter pour Smith lorsque son exécution a été programmée. Mais dans un rebondissement dramatique, elle a été suspendue à la dernière minute en raison d'erreurs dans l'injection létale. Le plus choquant fut que l'État du Tennessee admit publiquement ne pas avoir suivi ses propres protocoles pour exécuter la sentence. Une défaillance qui non seulement sauva la vie de Smith à ce moment précis, mais mit aussi en lumière les failles du système qui l'avait condamné. Cette erreur procédurale rouvrit le débat sur la fiabilité de la peine de mort et sur le cas de Smith, maintenant vivante la question de sa réelle culpabilité. En avril 2023, le gouverneur Bill Lee ordonna une pause dans toutes les exécutions dans le Tennessee afin de réexaminer en profondeur le système, une décision qui offrit un court répit et un espoir pour ceux qui se trouvaient dans le couloir de la mort. Cependant, en 2025, Oscar Franklin Smith, malgré les doutes persistants sur sa culpabilité et les erreurs procédurales dans son dossier,
est revenu sur la liste des exécutions. Aujourd'hui, à 73 ans, Oscar Franklin Smith est l'un des prisonniers ayant passé le plus de temps dans le couloir de la mort du Tennessee, une figure qui symbolise la longue et souvent tortueuse bataille judiciaire. Son exécution a été reprogrammée pour décembre. Et cette fois, tristement, tout indique que la peine sera finalement appliquée, refermant un chapitre de décennies de recours, de controverses et d'une quête de justice qui, pour beaucoup, demeure incomplète. Extrait obtenu d'un criminologue fictif, Dr. Alan Mercado. Ce qui attire le plus l'attention dans ce crime, ce n'est pas l'acte en lui-même, mais la combinaison des méthodes. Un profiler pourrait suggérer que le meurtrier voulait punir, pas seulement tuer. Cela parle de colère accumulée, de liens émotionnels avec les victimes. Et ce type de crime vise presque toujours vers l'intérieur, vers la famille. Extrait obtenu d'un criminologue fictif, Dr. Alan Mercado. Le cas d'Oscar Franklin Smith est, à bien des égards, un miroir du système. Vieux, complexe, rempli d'ombre et de retard. Mais tous les noms sur cette liste ne viennent pas d'un passé lointain. Certains crimes sont plus récents et plus froids. Michael Mardy a mis le feu à une forêt. Mais ce qui est venu ensuite fut encore plus sombre. Une histoire glaçante de violence préméditée s'est tissée en l'an 2000, lorsqu'un acte de vandalisme intentionnel a dégénéré en un meurtre brutal. Mardy déclencha un incendie de forêt en Alabama, non pas comme un simple acte d'imprudence, mais comme un piège mortel. Le feu, dévorant la végétation, attira les courageux prêts à risquer leur vie pour protéger la communauté. Lorsqu'une pompier volontaire nommée Melissa Garrett arriva sur les lieux pour éteindre les flammes, poussée par son engagement envers les autres, Mardy la prit en embuscade. Ce n'était pas une rencontre fortuite, c'était un acte calculé et impitoyable. Il l'entraîna jusqu'à une zone reculée, un endroit où l'obscurité et le chaos de l'incendie pouvaient dissimuler la noirceur de ses actes. Et là, il la tua brutalement. À ce moment-là, le motif derrière une violence aussi extrême et froide n'était pas clair, laissant enquêteurs et communauté dans un état de choc et de confusion. Cependant, la vérité allait émerger dans un moment de révélation brutale. Pendant son procès, Mardy, confronté aux conséquences de ses actes, confessa le crime horrible. La raison de sa brutalité n'était pas un accès de colère passager, mais une logique criminelle froide. Il avait tué Garrett parce qu'elle l'avait identifié lors d'un vol précédent. Il ne voulait laisser aucun témoin, ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un pour le relier à ses crimes passés. La vie de Melissa Garrett fut sacrifiée sans pitié pour protéger l'impunité d'un délinquant, révélant l'ampleur alarmante de la dépravation humaine. Le crime fut classé parmi les plus cruels de la décennie par les médias locaux. Mardy fut condamné à mort en 2006. Pendant des années, il présenta des recours et des appels, mais tous furent rejetés. En 2025, l'Alabama confirma son exécution par azote hypobare, une nouvelle méthode récemment approuvée dans cet État. Il sera le deuxième homme de l'histoire moderne à être exécuté par cette procédure. Le cas Mardy révèle un schéma de froideur opérationnelle. Allumer un feu pour attirer une victime démontre de la préméditation. Mais l'objectif n'était pas de voler, c'était de faire taire. Ce type de comportement correspond à un profil narcissique prédateur. Entretien fictif avec la psychologue légiste, Dr. Elena Davila. Si le crime de Mardy fut un acte de calcul, ce qui vient ensuite est l'opposé, une brutalité émotionnelle, impulsive et profondément intime. Lorsqu'il s'agit d'une enfant, la réaction publique cesse d'être juridique, elle devient viscérale. Ce cas est particulièrement sensible, un qui a suscité une profonde indignation et tristesse à travers tout le pays. Jeffrey Hutchinson a été condamné pour l'atroce crime d'avoir enlevé, agressé et assassiné une fillette de 11 ans en 1993. Le fait qui bouleversa la nation s'est produit à Tulsa, Oklahoma, laissant une plaie ouverte dans la communauté et dans la conscience collective. Selon les documents judiciaires, Hutchinson enleva la fillette d'un endroit qui aurait dû être sûr, un centre commercial. Cet acte de violence froide et calculée déclencha une recherche désespérée. Tragiquement, son corps fut retrouvé 3 jours plus tard dans une zone boisée, un endroit désolé qui devint la scène finale de sa courte vie. L'autopsie ne confirma pas seulement sa mort, mais révéla aussi des détails déchirants. La fillette avait été victime d'abus et d'étranglements, illustrant l'inhumanité brutale du crime commis par Hutchinson. La cruauté de ce cas laissa une marque indélébile, nous rappelant la vulnérabilité des innocents et la nécessité inébranlable de justice. Pendant le procès, le jury mit moins de 2 heures pour le déclarer coupable. Plus de 30 ans plus tard, son exécution a été programmée. Hutchinson a tenté de faire appel en invoquant des troubles mentaux et dissociatifs, mais jusqu'à présent, les tribunaux ont rejeté ces demandes. Il y a des crimes qui marquent non seulement les victimes, mais aussi tout le système qui les enquête.
L'affaire Hutchinson fut l'un de ceux-là. Elle accéléra des réformes dans les protocoles de recherche de mineurs et laissa une cicatrice indélébile dans l'Oklahoma. Alors que Hutchinson représente l'extrême le plus sombre du crime individuel, il existe des cas où la menace était plus vaste. Des personnes qui ont tué non pas une, mais plusieurs fois. Des visages qui ont traversé des États en laissant une traînée de mort. Et parmi tous, un se distingue par sa froideur charismatique. Il se faisait appeler le Casanova Killer. Mais la police avait un autre nom pour lui, tueur en série itinérant. Glenn Rogers n'est pas un nom quelconque dans le monde criminel. Il est synonyme de terreur et de brutalité itinérante qui laissa une traînée de morts derrière lui. Dans les années 90, ces crimes se sont étendus sur au moins 5 États, Californie, Floride, Mississippi, Kentucky et Louisiane, dessinant une carte de l'horreur à travers le sud des États-Unis. Rogers était un vagabond charismatique, une figure trompeusement charmante qui utilisait son charme pour approcher ses victimes. Il les rencontrait dans des endroits banals comme des bars, des stations-service ou des foires ambulantes, tissant un lien de confiance avant de révéler sa vraie nature. Une fois la connexion établie, il les emmenait dans des lieux isolés, déserts et sans témoins, où il les assassinait brutalement. La plupart de ses victimes étaient des femmes. Son règne de terreur prit fin en novembre 1995. Après une poursuite interétatique qui attira l'attention du public, Rogers fut finalement arrêté. Il fut condamné pour le meurtre de Linda Price, sa dernière victime connue en Floride, une affaire qui scella son sort. Depuis, il est dans le couloir de la mort de cet État, accumulant des condamnations pour meurtres en série qui l'ont consolidé comme l'un des assassins les plus prolifiques et impitoyables de son époque. Son histoire est un sombre rappel de la manière dont les apparences peuvent être trompeuses et de la façon dont la violence peut rôder dans les endroits les plus inattendus. Bien que certains médias aient tenté de le relier à des affaires plus célèbres, il fut même associé au meurtre de Nicole Brown Simpson, ce que le FBI lui-même a écarté. La vérité est que ces crimes réels étaient déjà suffisamment terrifiants. En 2025, après presque 3 décennies d'appels et de rejets, son exécution a été fixée. À 62 ans, Rogers est encore considéré comme l'un des tueurs les plus notoires du couloir de la mort. Le schéma de Rogers, marcher, séduire, tuer, est un classique parmi les prédateurs itinérants. Son profil psychologique montre des traits antisociaux extrêmes, mais aussi une grande capacité de manipulation émotionnelle. Il ne tuait pas par impulsion, il tuait pour se sentir supérieur. Expertise fictive du criminologue, Dr Hernan Salvatierra. Rogers était un prédateur qui ne connaissait pas de limites géographiques. Mais tous les condamnés n'étaient là pas des tueurs en série. Certains n'ont commis qu'un seul crime, un seul acte, qui a tout détruit. Et quand ce crime se produit au sein de la famille, le mot « horreur » prend une signification différente. Il l'a tué. Il l'a enterré dans son propre jardin. Et ensuite, il a vécu dans sa maison comme si de rien n'était. L'affaire de Tracy Beatty est un récit glaçant de violence filiale et de tromperie. Beatty a été condamné pour le meurtre brutal de sa propre mère, Caroline Click, en novembre 2003 dans le comté de Smith, au Texas. L'accusation a détaillé un crime perturbant. Beatty, qui avait déjà un passé d'abus et de comportement violent, s'était disputé avec sa mère. Ce qui suivit fut un acte d'horreur inimaginable. Il l'étrangla, et ensuite, avec un sang-froid calculé, il enterra son corps dans le jardin derrière la maison, le même endroit qui aurait dû être un refuge. Le sang-froid de Beatty s'est manifesté dans les semaines qui suivirent le crime. Loin de montrer du remords, il continua d'utiliser le compte bancaire et la voiture de sa mère. Pour entretenir le mensonge, il déclara aux voisins que Caroline était partie en voyage, tissant un réseau de mensonges pour dissimuler son acte atroce. L'affaire a profondément choqué l'État du Texas par la froideur avec laquelle Beatty géra toute la situation. Pendant le procès, de nombreux témoins ont témoigné, révélant des années de tension et un historique de violence entre mère et fils, qui comprenait des épisodes récurrents d'abus verbaux et physiques, dressant un tableau sombre d'une relation marquée par l'agression et qui culmina dans un parricide impitoyable. Tracy Beatty fut condamnée à mort en 2004 pour le meurtre horrible de sa mère. En 2022, son exécution fut temporairement suspendue pour un examen médical, une brèche légale que ses avocats ont exploitée en arguant que Beatty présentait des signes de psychose non traités. Cette motion déclencha un débat sur la santé mentale et la peine capitale. Cependant, dans un tournant récent des événements, en cette même année 2025, la nouvelle date de son exécution a été officiellement confirmée, refermant ainsi un chapitre judiciaire qui s'est étendu sur plus de 2 décennies. Peu de morts défient autant notre compréhension de l'amour familial qu'un matricide, l'acte d'ôter la vie à sa propre mère.
C'est un crime qui renverse les liens les plus fondamentaux de l'existence humaine, ceux de l'éducation et de l'affection. Il nous oblige à affronter une question déchirante. Qu'est-ce qui doit se briser à l'intérieur d'une personne pour franchir cette ligne? Est-ce le résultat d'un ressentiment profond, d'une maladie mentale non diagnostiquée, ou une combinaison létale de facteurs qui anéantissent tout vestige de compassion filiale? La capacité d'un fils à commettre un acte si atroce nous confronte à la fragilité de la psyché humaine et aux abysses de noirceur qui parfois s'ouvrent même dans les relations les plus sacrées. Bien qu'il n'existe pas de preuves concluantes de schizophrénie, le dossier de Beatty révèle des éléments de paranoïa et d'impulsivité. Il est possible qu'il ait eu des épisodes délirants non diagnostiqués, mais cela n'excuse pas, cela contextualise. Et pourtant, derrière toute cette violence, il existe des histoires qui commencent par l'abandon, par le silence, par des traumatismes non traités. Il existe des détenus qui n'ont jamais eu une réelle chance de se racheter, car ils n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre à vivre. Jimmy Dean Ham est l'un d'entre eux. En 1987, Jimmy Dean Ham entra dans une supérette à Dothan, en Alabama, pour la cambrioler. Pendant l'agression, le propriétaire, un homme de 63 ans nommé Patrick Cunningham, fut tué d'une balle dans la tête. Ham fut capturé peu après le crime et confessa rapidement ses actes. Cependant, ce qui compliqua considérablement l'affaire fut son âge. Il n'avait que 20 ans au moment du meurtre. À cela s'ajoutait un passé long et tragique de maltraitance infantile, de négligence institutionnelle et de troubles mentaux non soignés. Ces facteurs dressaient le portrait complexe d'un jeune homme dont la vie avait été marquée par l'adversité dès son plus jeune âge, posant de sérieuses questions sur sa responsabilité morale et sa capacité mentale. Malgré les nombreux recours présentés par sa défense, fondés précisément sur sa capacité cognitive et l'impact de son enfance traumatique, la Cour maintint la condamnation. Finalement, son exécution fut programmée. Cette affaire a profondément résonné dans les débats sur la peine de mort, étant utilisée comme un exemple puissant des complexités inhérentes à l'exécution de personnes souffrant de traumatismes sévères dès l'enfance et de troubles mentaux borderline. Le débat se concentre sur la question de savoir si un système de justice peut exécuter des individus dont la responsabilité pleine et entière est remise en question par un passé de souffrance et une santé mentale fragilisée. Le crime était clair, la confession aussi. Mais l'histoire de Jimmy Dean Ham ne commence pas avec ce coup de feu. Elle commence des décennies plus tôt, dans une maison où la punition était la norme et où la nourriture était un privilège rare. Chacun de ces hommes a commis un crime atroce. Certains l'ont reconnu, d'autres le nient. Mais tous partagent un point commun. Le calendrier a déjà une date marquée. Et cette date n'est pas une menace, c'est une sentence. Une sentence qui n'attend ni rédemption, ni repentir. Juste son exécution. Oscar Franklin Smith, Michael Mahdi, Glenn Rogers, Tracy Beatty, Jimmy Dean Ham, Jeffrey Hutchinson, des noms qui pourraient très bientôt disparaître des registres vivants du système pénitentiaire américain. Les crimes que ces hommes ont commis furent, sans aucun doute, atroces, laissant derrière eux une trace de douleur et de dévastation. Leurs victimes, et la souffrance qu'elles ont endurée, ne doivent jamais être oubliées. Mais derrière chaque condamnation à mort, derrière chaque procès et chaque vie promise à une fin certaine, se cache une histoire bien plus vaste et complexe. C'est une narration qui entrelace les décisions prises par les procureurs, les éventuelles erreurs de la défense, les fautes médico-légales qui peuvent faire pencher injustement la balance, les enfances brisées qui marquent à jamais le destin d'une personne, et un système judiciaire qui, bien qu'il prétende être infaillible, porte inévitablement ses propres ombres et ses carences. Dans certains de ces cas, comme celui de Tracy Beatty, les troubles mentaux graves ont été écartés ou sous-estimés par le système judiciaire, malgré les avertissements cliniques et les diagnostics professionnels. Cela soulève une question fondamentale sur la justice et la responsabilité quand l'esprit d'un accusé est altéré. Dans d'autres, comme celui de l'infâme Glenn Rogers, la notoriété publique de ses crimes et les gros titres sensationnalistes qui l'ont entouré pendant des années ont totalement éclipsé les questions plus humaines et profondes. Une personne comme lui pouvait-elle se réhabiliter? A-t-il jamais montré ne serait-ce qu'un soupçon de remords pour le carnage qu'il a laissé dans son sillage? Et peut-être la question la plus troublante. Pourquoi a-t-il continué à tuer sans autre motif apparent que la compulsion? Ces interrogations nous forcent à regarder au-delà de la condamnation et à questionner la capacité du système à traiter la complexité de l'esprit criminel et les défaillances sociales sous-jacentes qui peuvent en partie contribuer à de telles tragédies. Et puis il y a le temps. La majorité de ces hommes ont passé plus de 2 décennies à attendre leur mort. Certains, plus de 30 ans. Ce n'est pas une justice rapide. Ce n'est pas une punition immédiate.
C'est un limbe conçu par la bureaucratie et soutenu par la politique. Beaucoup de ces détenus ont changé, certains physiquement, d'autres mentalement. Mais la loi, dans sa logique binaire, ne considère pas le passage du temps comme une forme de transformation. Pour la justice, une condamnation est une ligne droite, pas un cycle. Des États comme le Texas, l'Alabama ou la Floride continuent de défendre la peine capitale comme un outil légitime. Mais chaque exécution ravive le même débat. Appliquons-nous réellement la justice ou la vengeance? Et tandis que le système répond avec des protocoles, des dates et des substances chimiques, les familles, aussi bien celles des victimes que celles des condamnés, vivent un deuil qui ne se termine jamais. Chaque nom sur cette liste est une histoire qui se termine avec une date précise. Mais entre la sentence et l'exécution, il y a la vie. Il y a la mémoire. Il y a un système qui se demande encore si la justice la plus dure est aussi la plus juste. Et vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, qu'en pensez-vous? L'exécution clôt-elle le cycle ou ne fait-elle que le rendre irréversible?